Bonjour et bienvenue à cette édition de l'entretien. Aujourd'hui, notre invité est Fatih Deyoub. Vous êtes le directeur exécutif de LDSPS. Il s'agit d'une organisation, d'une ONG, qui s'occupe de développement local et de soutien aux petits projets, ceux en Syrie, dans les zones qui échappent pour l'instant au contrôle du régime de Damas. Alors, tout d'abord, je vais vous demander en quoi consiste exactement votre action sur le terrain? On a défini notre action en fait en support des initiatives et du travail de la société civile locale. Notre vision, c'est qu'en fait, pour reconstruire la Syrie, il faut commencer sur le maillon local et essayer d'aider les communautés locales à définir des modèles plutôt démocratiques qui leur permettent d'être participatifs, de devenir des citoyens au niveau local et d'avoir des structures civiles qui sont issus de ces communautés, qui sont redevables de leur action devant ces communautés et qui aussi sont inclusifs, qui font participer tout le monde en fait. Et aussi à la création d'un espace pour la société civile locale pour opérer, pour aider sa communauté, pour faire son rôle en fait de société civile, c'est-à-dire avoir des idées, les défendre pacifiquement et puis essayer de faire des plaidoyers pour des causes que... Très concrètement, vous faites quoi? Vous apportez un soutien financier? Vous êtes sur le terrain? Comment ça se passe? Alors, on est sur le terrain, on a des équipes, dans toutes les régions où on opère, on a des équipes qui sont nos collègues à nous, qui partagent la même vision, les mêmes valeurs, et qui connaissent exactement comment traduire ces valeurs, ces visions par des projets localement. Alors, oui, notre rôle, c'est principalement de pouvoir assurer un soutien financier. La plupart des structures locales n'ont pas accès aux moyens de financement qui existent actuellement. Donc, nous, on fait ce lien-là, mais aussi on les accompagne, en fait. On essaie de les aider dans structurer leur travail, augmenter leurs capacités, les niveaux de compétences qu'ils ont, et puis la coordination entre les différentes organisations qui existent localement, dans le but d'être plus efficace et dans le but d'être aussi plus transparent vis-à-vis de la population et surtout d'augmenter l'impression et la réalité d'une participation des gens, des citoyens dans la vie locale, dans leur village ou dans leur ville. Alors évidemment, les zones dont vous parlez sont des zones qui échappent au contrôle du régime de Damas, mais dans lesquelles il y a la présence de groupes armés islamistes, Jaïch al-Islam ou d'autres groupes qui peuvent être implantés plus ou moins localement. Ce sont évidemment eux qui ont la puissance militaire, ce sont eux qui aspirent à administrer ces zones. Comment vous faites pour avoir une influence sur le terrain alors qu'eux sont présents? La première chose à faire, et c'est ce qu'on avait décidé depuis la création de l'SPS en 2013, c'est qu'il faut d'abord ne pas laisser d'espace vide. En fait, les groupes armés, les rebelles, parfois en fait essayent vraiment d'aider. En voyant qu'il y a besoin d'intervenir, par exemple, je sais pas moi, réparer un réseau d'eau qui a été cassé, et cette bonne volonté, en fait, avec l'habitude, devient une habitude, et après, ça devient un contrôle. Donc, la première chose, c'était de pouvoir remplir les espaces vides et pas laisser cette possibilité. Puis deuxième chose, il y a effectivement, bien sûr, la tentation vis-à-vis pas mal de groupes. Le contrôle militaire induit un contrôle de la vie civile, enfin une volonté. Ils ont leur propre agenda politique, vous me dites, inclusif. Pour certains. Pour vous, ce qu'il faut, c'est une société inclusive, démocratique. C'est pas forcément leur objectif. Exactement, pour certains. Pour d'autres, oui, mais par contre, leur vision de comment appliquer ça, elle est assez totalitaire. Et là, en fait, on s'appuie sur les gens, sur la communauté locale. On essaie de diffuser ces valeurs-là, de discuter avec les gens et puis encourager les projets qui vont dans ce sens-là. Et étant donné que la plupart de ces rebelles sont issus de ces sociétés, la confrontation se fait un petit peu différemment que contre le régime, dans le sens où en fait, il y a quand même une limite que la plupart de ces groupes-là ne dépasseront pas dans la confrontation avec leur propre famille, leurs propres parents. Et nous, on s'appuie beaucoup sur ça et on a confiance dans la capacité des communautés locales à résister et à même pousser les limites que ces groupes-là essaient d'imposer. Alors, c'est gagné? Non, pas encore. Et c'est très varié d'une région à l'autre. Mais par contre, c'est un combat qui est jouable. Et
des chances de réussite. On a prouvé par le passé que ces chances-là existent et que, en tout cas, ça vaut le coup de les tenter. On a réussi dans la Ghouta orientale, juste avant que ça retombe dans le régime, à avoir 4 conseillers locaux qui ont eu des élections générales qui sont organisées malgré la présence des groupes armés, mais aussi, quelque part, les groupes armés n'avaient plus leur mot à dire. C'est-à-dire ça, non, il n'y avait plus le choix. Alors vous en parliez à l'instant, hein, Ghouta orientale, c'était une des zones où votre organisation opérait. Aujourd'hui, évidemment, le régime a repris la Ghouta orientale, appuyée par les Russes. Où opérez-vous aujourd'hui ? Alors, on avait démarré déjà avant, 2017, on avait un plan pour dire, effectivement, on a démarré notre action dans la Ghouta orientale, mais à un certain moment, on s'est rendu compte que finalement, on avait un modèle, une façon de faire, qui pouvait aussi se propager ailleurs. Donc, on avait commencé dans la partie ouest de Alep, pas la ville, mais du gouvernorat d'Alep, et partie nord du gouvernorat d'Alep, et puis on a commencé aussi dans le sud, à côté de Daraa. Donc actuellement, c'est là où on est encore. Comment est la situation à Daraa ? Parce que ce qu'on entend, c'est qu'il y a une offensive du régime sur Daraa, toujours avec le soutien des Russes, et qu'il y a des tractations en cours finalement pour négocier une sorte de reddition. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc quelles sont les informations dont vous disposez sur ce qui se passe à Daraa ? C'est pas clair, c'est pas homogène en plus, parce que ça peut varier d'un village à l'autre. Les accords sont très 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 locaux et très particuliers. Il n'est pas clair, les principes sont les mêmes. Quelque part, il ne va pas y avoir vraiment une rentrée des forces de sécurité du régime. Donc il y aura une certaine indépendance au niveau des forces de sécurité, mais on ne sait pas à quel point ça va être tenu, ça. Et puis, quelque part, il y a un retour progressif des institutions de l'État syrien. Et on ne sait encore pas ce que ça veut dire, et à quel rythme, et qui, comment. Puis la possibilité des combattants... Est-ce que c'est possible, ça ? C'est-à-dire ces zones qui sont reprises, que ce soit la Ghouta orientale où vous avez beaucoup travaillé, est-ce que le régime peut revenir, se réinstaller ? C'est possible ? Ah oui, tout à fait possible. Ça lui prendra du temps. Le régime est un régime sécuritaire. Donc le régime, pour lui, s'installer, ça veut dire d'abord rétablir son réseau de renseignement. Et ça va prendre du temps, parce qu'en fait, là, il faut un petit peu de temps pour établir un réseau de confiance, etc. Donc, par contre, ça va effectivement nécessiter beaucoup de monde, parce que c'est pas la même chose que de contrôler un pays avant la Révolution, qui effectivement avait des aspirations, que maintenant un pays où il y a quelques millions de personnes qui ont subi des conséquences directes et des pertes directes à cause de ce régime-là. Donc, leur attitude vis-à-vis du pouvoir en place n'est pas une attitude juste d'aspiration à des droits, mais une attitude de conséquences personnelles, presque de vengeance ou de demande de justice. Et que, au niveau sécuritaire, je ne vois pas comment, à quel point ça va être facile pour le régime de reprendre ce pouvoir-là. Mais enfin, l'histoire nous le dira. En ce qui concerne les zones justement plus près du nord, on va dire, vous parlez donc d'administrer justement ces zones qui échappent au contrôle du régime. Alors c'est vrai qu'il y a évidemment les zones qui sont aux mains des forces démocratiques syriennes, de l'autre côté de l'Euphrate, à l'est très bien, mais à l'ouest, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui reste ? Il y a Idlib, il y a les zones où vous opérez également ? Oui, il y a Idlib, il y a un petit peu du nord de Hama, du gouvernorat de Hama, il y a un petit peu de Idlib, puis il y a à côté ouest d'Alep, où il y a en fait là un petit peu plus d'espace quelque part, parce qu'il y a plusieurs groupes, et ça change tout le temps, donc il n'y a pas vraiment un groupe dominant ici. Et puis il y a toute la partie nord qui est sous influence... Mais est-ce que vous pensez que ça va rester comme ça ? Parce qu'on a tout de même l'impression, dans les dernières tractations, les derniers jeux diplomatiques de ces derniers mois, que finalement il y a un certain nombre de puissances étrangères, les puissances occidentales, ainsi même que la Turquie, qui ont plus ou moins finalement lâché l'affaire. La Turquie est plus intéressée par le fait de contenir les Kurdes le long de la frontière que, on va dire, d'appuyer les rébellions en Syrie. Est-ce qu'il est encore possible pour les rebelles de s'en tirer, de résister ? Pour les rebelles, je ne sais pas. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les 3 à 4 millions de personnes civiles qui ont fui le régime jusqu'au dernier moment, la dernière portion de pays où ils pouvaient être en dehors du contrôle du régime. Donc on est en train de parler de 3 à 4 millions de personnes qui ont tout, absolument tout lâché, tout perdu et décidé de tout perdre
avec juste un espoir, c'est d'être dans une zone qui n'est pas contrôlée par le régime. Donc, alors après, les puissances mondiales peuvent décider ce qu'elles veulent, ces 3-4 millions de personnes existent, et à un certain moment, il va falloir prendre en compte leur désir, leur volonté exprimée par le fait qu'ils ont laissé derrière eux tout pour venir ici. Donc après, on peut faire toutes les négociations possibles et imaginables, mais en réalité, sur le terrain, il y a 3 à 4 millions de personnes. Et donc, après, moi, je ne suis pas là pour savoir ce que la Turquie va faire ou pour ce que les puissances mondiales peuvent décider. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a encore des Syriens et un peuple, ça ne meurt pas. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Fadi Dayoub. C'est tout le temps que nous avons pour cet entretien aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie d'être venu nous parler. Vous pouvez retrouver cet entretien sur le site internet de France 24, bien entendu. Et puis, merci, Fadi Dayoub. De rien. En plein sud de Londres, entre les tours et les voies ferrées, voici un havre de paix inattendu, le Ebony Horse Club. Depuis 2011, l'écurie de Brixton est un refuge pour les enfants de ce quartier, longtemps associé à un taux de criminalité élevé. Alors ici, ils apprennent plus que des compétences équestres. Nous essayons de faire venir ici autant d'enfants que possible, issus de la région de Brixton et des environs, pour apprendre des choses grâce aux chevaux. Depuis peu, les crimes violents sont en hausse dans la capitale britannique et Brixton est considéré comme le deuxième quartier le plus dangereux de la ville. Pour les membres du club équestre, il s'agit d'une activité extrascolaire sûre et encadrée. Les enfants qui vivent dans ces quartiers ne veulent pas forcément faire partie d'un gang. Si cet endroit n'existait pas, ils risqueraient de rejoindre un gang. En venant au club, ils ne passent pas leur temps dans la rue, et plus ils passent de temps ici, plus ils évitent les ennuis. Le contact avec les animaux peut être bénéfique face à l'anxiété ou les problèmes sociaux. Ce club est un exutoire pour les jeunes qui ont des soucis à la maison. Et nombreux sont ceux qui continuent de travailler avec les chevaux. Ça permet de vraiment se calmer. Donc si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit à l'extérieur, laissez-les à la porte et restez calme autour des chevaux parce qu'ils sont très sensibles aux gens qui les entourent. Mais le fonctionnement d'un tel endroit a un coût. Et le club a parfois du mal à joindre les deux bouts, malgré le parrainage de grands noms comme la duchesse de Cornouailles, Camilla Parker Bowles.